Le temps. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, le temps m'a toujours obsédé. Ce n'est pas parce que le temps n'existe pas qu'il n'existe pas. Le temps est simultané, le temps est linéaire. Tout le monde fait l'expérience d'hier, de demain, et en même temps, personne n'a jamais vécu hier et demain. Tout le monde a toujours vécu aujourd'hui. Mais puisque le temps nous intéresse ici, reprenons au début. Il y a un an, je suis parti à Paris pour rencontrer Tristan Frédéric Moire, un psychanalyste spécialisé dans l'onirologie, l'étude des rêves. Alors forcément, avec un podcast qui s'appelle « La journée commence par le rêve », je ne pouvais que m'intéresser à son remarquable dictionnaire d'interprétation des rêves. C'est lors de notre discussion que le sujet du temps est arrivé et m'a donné l'envie de me lancer dans cette quête. Cette quête du temps. Tristan Frédéric Moire, vous êtes né en 1954 à Pérouges, dans le département de l'Ain. Enfant, vous êtes fasciné par les contes, les légendes et la mythologie. Par la suite, vous étudiez longuement les rêves, les symboles et les traditions spirituelles et philosophiques de nombreuses cultures. En parallèle, vous pratiquez le yoga à un niveau poussé. Tous ces chemins que vous percevez comme complémentaires vous mèneront à une formation de psychanalyste et à une spécialisation dans l'onirologie, l'étude des rêves. Vous dites être d'obédience jungienne, en référence au psychiatre suisse Carl Gustav Jung, mais pas jungien. Pourquoi faire cette nuance ? Est-ce que c'est une façon, comme semble le montrer votre parcours, de ne pas vous laisser enfermer dans une vision pragmatique de la psychanalyse ? Oui, effectivement, parce que là, si j'ai deux référents quant à l'approche du rêve, ce serait Freud, pour les bases théoriques qu'il a posées, et pour l'ouverture de conscience que propose Carl Gustav Jung. Mais on ne peut pas effectivement rester enfermé dans un cadre. On se doit, quand on continue quelque chose, justement de continuer et d'ouvrir sur d'autres champs. Et donc, non, je ne suis pas jungien vraiment, mais c'est quand même un apport important dans mon approche de la psyché et surtout du rêve. Le rêve est, je vous cite, une dissolution. Hormis les fonctions vitales primordiales, le corps n'a plus d'activité, la conscience aussi disparaît. Cette perte d'identité consciente et de réalité physique peut être vécue comme un état proche de la mort. Seule une infime part consciente de l'esprit qui assiste au déroulement du rêve essaye de donner au rêve une forme cohérente. Les images du rêve et leur déroulement ne procèdent pas d'une volonté. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui existe avant le moi ou la conscience et que ce quelque chose se manifeste davantage durant les rêves ? L'inconscient, il est fait de plein de choses. Il est fait de l'inconscient collectif, il est fait de l'inconscient personnel aussi. Le programme de ce que nous sommes, en tant qu'espèce et en tant aussi qu'individu genré. Et après, ce sont les traumatismes, les névroses, des choses qui restent engrammées en nous et qui agissent à notre insu. Et souvent viennent perturber notre relation au réel. Et le but, c'est de devenir vraiment soi-même. Quand nous avons accès au message du rêve, nous avons accès à des données intérieures de notre globalité et de notre spécificité. Alors pourquoi le langage du rêve est-il codé ? Parce que il est fait pour échapper à la censure du surmoi, c'est-à-dire que nous avons un ministère de l'Intérieur qui est très vigilant quant à ce qui peut être dit, ce qui est licite ou illicite. Et dès qu'on remet en cause les figures parentales, par exemple, il vaut mieux prendre des figures de style pour que le surmoi ne soit pas choqué. Donc c'est en partie pour ça que le rêve est codé, mais le rêve est aussi codé parce qu'il utilise un langage extrêmement simple, un langage primitif dont on a perdu l'usage. Le langage du rêve est un langage d'image, et on a perdu l'habitude de parler en images. Les signes qu'on utilise aujourd'hui sont des signes beaucoup plus abstraits, intellectuels, alors que pour comprendre le rêve, il faut revenir à une représentation beaucoup plus imagée, de façon extrêmement simple. Quand on parle le plus simplement du monde, c'est là où on n'est pas toujours compris par tous. Et les images ne deviennent symboliques que si elles sont parlantes pour un ensemble. Par exemple, le père ou la mère sont des archétypes. Par exemple aussi, tout ce qui concerne la nature, les animaux, la montagne, la mer, etc., qui sont des images éminemment symboliques, puisque l'homme les a toujours vus, mais le cerveau se développe aussi avec des représentations qui sont beaucoup plus modernes. Par exemple, la voiture est devenue un symbole extrêmement fort et omniprésent dans les rêves, mais il y a eu un avant où il n'y avait pas de voiture. Et tout d'un coup, l'image devient symbolique à partir du moment où elle parle au plus grand nombre.
Les années 80 sont un triomphe pour les radios libres, succès s'expliquant par l'espace de parole fantastique qui se poursuivra jusqu'à la fin de la décennie suivante, époque où Internet prend le relais. C'est dans ce contexte que vous devenez animateur sur radio, ici et maintenant, en 1982. 12 ans plus tard, vous lancez l'émission Entrer dans le rêve, où vous recueillez les rêves des auditrices et auditeurs, que vous interprétez spontanément en direct, en les découvrant, ce qui est assez fascinant en soi. Et est-ce que vous parvenez à interpréter les rêves comme vous le faites ? Parce que vous n'utilisez pas d'éléments de la vie du rêveur, puisque vous ne connaissez forcément pas les personnes qui vous contactent. Est-ce que vous y arrivez parce que les symboles sont universels, plongent leurs racines très loin dans le temps? C'est ça qui vous permet de faire cette interprétation? Tout à fait. Alors, au début, on le fait de façon empirique, un petit peu, mais il est évident que la connaissance de la symbolique universelle, des contes et légendes, de tout ce qui a rapport à la mythologie, à la spiritualité, sont des éléments de culture qui vont nous permettre de comprendre comment s'exprime le rêve. Puisque le rêve est un langage éminemment symbolique, et dès qu'on peut arriver à comprendre ce langage, on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses sur le rêveur, puisque les symboles seront beaucoup plus parlants que les propres interprétations que va faire le rêveur. Quand on travaille sur le rêve, il y a vraiment deux choses principales, c'est blocage et soi-même. Et donc richesse intérieure. Et plus on va travailler sur le rêve, plus on va connaître ses rêves, mais travailler, ça veut dire aussi, ça pas simplement, ça veut dire ça, mais aussi mettre en action, puisqu'il faut aussi mettre en action ce que l'on apprend. À ce moment-là, plus on va travailler sur soi, plus on va devenir soi-même et faire de l'or intérieur. 3 ans après avoir créé l'émission Radio Entrer dans le rêve, vous publiez Images et symboles du rêve, votre premier dictionnaire de 617 mots qui aboutira à une première version en ligne, ABC des rêves, et surtout plus tard, votre remarquable nouveau dictionnaire des rêves paru aux éditions Archipel en 2015. Je remarque que l'interprétation des rêves et le travail sur les symboles récoltent régulièrement des stupors ou de la moquerie. Certaines se demandent par exemple comment on peut parler d'universalité et utiliser en même temps des jeux de mots qui sont propres à la langue du rêveur, ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Pourtant, on sait que les rêves ont toujours guidé les humains. Alors, pourquoi est-ce que le langage symbolique et les rêves récoltent du scepticisme comme ça aujourd'hui? Parce que tous les moyens de connaissance de soi sont des remises en cause. Et donc, moi-même à une époque, je pouvais être un petit peu dubitatif ou critique vis-à-vis de Freud et des psychanalystes. Mais à partir du moment où j'ai commencé à étudier, où je me suis plongé dedans, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui étaient vraies. Et c'est vrai que la critique vient souvent de gens qui ne connaissent pas. Et des gens qui ont peur. Plus effectivement on va se méfier de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi, plus on va être critique. Plus on a de choses à travailler, à remettre en cause, plus on va avoir un regard très critique. Mais la plupart du temps, c'est surtout par méconnaissance. Et effectivement, quelqu'un vous dit, mais on peut pas, même les freudiens vont vous dire, on peut pas interpréter un rêve sans le secours de l'histoire personnelle du rêveur. C'est le rêveur qui doit faire des associations. Non, quand on connaît le langage du rêve, non. Plus on travaille, plus on étudie, plus on peut se permettre effectivement d'approcher quelque chose et d'en trouver le sens, un sens qui se révèle souvent véritable, puisque les personnes qui consultent ou qui écoutent l'émission et qui participent, en général, elles en ressortent satisfaites, mais effectivement, il y aura toujours des critiques, puisque ce n'est pas une science dure, c'est pas ce qu'on appelle une science exacte, mais ça reste quand même une science. Dans Mieux se connaître grâce à ses rêves, paru en 2019, vous abordez le concept d'anima et d'animus, nos pôles internes opposés et complémentaires, la part féminine, l'anima, et la part masculine, l'animus, que tout être humain possède. On peut se demander si on pousse ce concept un peu plus loin, si dans nos rêves, nous n'incarnons pas finalement tous les personnages, les femmes, les hommes. Alors ce sont effectivement des éléments extrêmement importants pour moi. La notion d'anima et d'animus, effectivement, qui font référence, enfin cette notion fait référence au yin et au yang, c'est-à-dire les deux éléments complémentaires, deux énergies opposées et complémentaires. Et nous sommes faits de ces deux pôles inverses intérieurs. Et donc en tant qu'homme, tous les personnages féminins qui vont venir m'habiter pourront être des émanations de ma partie féminine, de mon pôle féminin. Et plus je vais les comprendre, et plus je vais les intégrer. Et donc, plus cet équilibre sera là, plus j'aurai de ressources énergétiques, puisque ce sont deux pôles énergétiques. Et logiquement, quelqu'un qui a ces deux pôles équilibrés est quelqu'un qui est beaucoup moins fatigable, qui récupère beaucoup plus vite.
Je prends un exemple toujours très simple, c'est celui d'un poste de radio ou de votre enregistreur qui fonctionne avec 2 piles. Ouais. Si vous changez une seule pile, ça va marcher, mais il va falloir le recharger très vite. Et donc le temps de récupération sera plus long, alors que si vous fonctionnez avec vos 2 piles, le temps de récupération sera le même, par contre vous aurez une durée beaucoup plus longue. Dans le tantrisme, on considère que le féminin c'est l'énergie pure, et le masculin est le contenant de cette énergie. Et donc il y a aussi cette notion où le féminin est l'énergie primordiale, l'énergie de vie qui anime tout, et que le masculin est le contenant et le canalisateur de cette énergie. Et nous avons absolument besoin de ces 2 pôles. Puisque de l'énergie qui n'est pas contenue, elle se disperse, elle sert à rien. Et un contenant qui n'a pas d'énergie, il sert à rien. Comme un moteur, sans essence, ça sert à rien, et de l'essence sans moteur, ça sert à rien. Plus on est connecté avec son pôle opposé, mieux on communique avec le pôle opposé extérieur. Vous avez fondé donc Evor, l'école vivante de l'enseignement du rêve, pour les thérapeutes, les étudiants et les amateurs. On sent chez vous une volonté forte de transmission, d'enseignement, de partage. Est-ce que votre but est de montrer que la symbolique des rêves peut avoir une portée signifiante pour le plus grand nombre ? Oui, tout à fait. La notion de transmission est quelque chose de très important pour moi parce que j'ai énormément appris des personnes qui m'ont précédé, des gens qui transmettent. Et ce qui fait notre civilisation, ce qui fait la conscience humaine, c'est justement cette accumulation de savoir et de transmission. On ne meurt pas, on doit laisser quelque chose. Et donc, quand je transmets par le rêve, et le but de cette école, effectivement, c'est de transmettre une méthode qui permet d'aller dans une conscience plus accrue de soi-même, puisque le but, je pense, de la vie, c'est un élargissement de la conscience de plus en plus grand pour arriver à une conscience globale de tout. La tradition accorde une fonction divinatoire aux rêves. La psychanalyse, en revanche, considère que les rêves revisitent plutôt le passé. Alors je me demande si opposer les 2 fonctions, c'est pas tomber dans une caricature. Les rêves prophétiques, c'est de la superstition, contre les rêves sont un puzzle du passé dont l'inconscient a mélangé les pièces. Quel est votre point de vue sur ces 2 ? Alors déjà, toute notion prédictive dans le rêve, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça ne veut pas dire que le rêve n'en est pas dénué. Les rêves prémonitoires existent, j'ai pu en faire, j'en ai observé, mais je vois pas l'intérêt du rêve prédictif. Pourquoi vous ne voyez pas l'intérêt ? Parce que le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passe au présent. Ouais. La plus grande richesse qu'on a, c'est d'être ici et maintenant, mais il y a aussi le passé qui vient interférer dans notre réalité, et l'idéal, c'est d'arriver à un équilibre au point présent, où on est le plus vigilant, le plus concentré sur ce qui se passe. Ouais. Alors vous venez de parler du temps justement dans le rêve. J'aimerais bien aborder un peu ça avec vous. Pourquoi on n'a pas cette même notion du temps selon vous dans le rêve ? Alors déjà, effectivement, la notion du temps est particulière puisque on peut faire un rêve très long qui en réalité s'est déroulé en quelques secondes. C'est ça, ouais. Mais c'est la recomposition du rêve qui va nous donner une chronologie et une temporalité. Donc c'est vrai que la notion du temps, elle devient très relative quand on est en état de rêve. Quand vous voyez un médium, par exemple, qui va vous annoncer des événements futurs, la notion du temps devient très relative, parce que on sait jamais quand ça va arriver. Ouais. Un médium peut très bien pressentir quelque chose. Par contre, ce qu'il sera incapable de vous dire, c'est quand. Et là, la notion du temps, elle devient absolument peu importante et vraiment très relative. Et donc, dans le rêve, si effectivement il y a des aspects de connexion avec le futur, on ne sait pas quand. Oui. Pour tous les rêves prémonitoires, on ne comprend le rêve qu'une fois que l'événement s'est déroulé. Oui. Donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement. Voilà, c'est pour ça que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en revanche, le rêve peut être toujours très intéressant si on se sert de ce matériel, c'est que le rêve nous dit quelque chose. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre ce qu'il nous dit. Tristan Frédéric Morin, merci de m'avoir reçu. Voilà, moi, durant 15 ans, j'ai cherché un livre qui permettrait de comprendre les rêves, la symbolique et voilà. Et votre dictionnaire a été le seul qui sonnait juste au final pour moi. Donc, du fond du cœur, merci. Et je vous laisse un petit mot de la fin, un message, quelque chose que vous voudriez dire ou quelque chose que j'aurais oublié de vous demander pour conclure ce podcast. En tout cas, aussi merci à vous, Marcelin. Mais là, votre questionnaire est quand même extrêmement détaillé et riche. Je ne sais pas ce que vous auriez oublié, qu'est-ce que je pourrais ajouter parmi tout ce que vous avez dit. Je reviendrai sur cette notion de conscience. Plus on se plonge dans notre inconscient, plus on devient conscient.
Et je dirais que j'ai commencé avec la prise de conscience par le yoga. Il y a un exercice qui consiste en yoga à être plutôt en méditation et à augmenter son champ de conscience. C'est-à-dire, on a un champ de conscience qui serait par exemple à 10 degrés, on essaye de l'augmenter à 180, idéalement ce serait de l'avoir à 360. C'est-à-dire qu'on apprend dans certains exercices yoga à avoir conscience des choses qui se passent dans notre dos. Et le rêve, c'est un petit peu ça. Le rêve nous permet d'entrer dans ce qui n'est pas visible, d'entrer dans cette dimension où on va de plus en plus augmenter ce champ de conscience. Et ce serait un petit peu le but du jeu. Quand on travaille sur ces rêves, le rêve nous révèle si on le veut bien. Parce qu'on a tous aussi nos limites et quelquefois on n'a pas envie de s'éveiller. Donc le rêve nous éveille si on le veut bien. Merci beaucoup.